Bonsoir Dimitri, bonsoir à tous, bonsoir Christine. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on t'entend très bien. D'accord, Bon, en super. tout cas, maintenant, c'est à toi de te présenter. Et puis, Oui, voilà, et puis après, tu entres dans le sujet quand tu veux. Et je me permettrai de te challenger sur certaines questions. Et d'accord. puis, je demande aux autres, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas de le faire sur le fil. Je rebondirai sur vos questions que je poserai à Eunice. Et puis, à la fin, de toute façon, nous aurons 10 à 15 minutes où chacun pourra poser aussi des questions en live ou approfondir. Donc, à toi, Euh, Eunice, Ife Nakoku. Alors, je vous voyais plus. Donc, bonsoir à tous. Le sujet aujourd'hui, donc, c'est donc comment amorcer son retour professionnel en Afrique. D'après ce que j'ai compris des présentations, il y a des personnes qui souhaitent rentrer définitivement. Il y a d'autres qui se placent il y a d'autres qui se placent en tant qu'investisseurs, donc pas forcément s'installer en Afrique. Et puis, il y a d'autres qui sont là pour découvrir. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tout le monde ici cherche à s'installer en Afrique ou il y en a simplement qui voudraient investir dans des projets sur le continent? Disons qu'il y a les deux. Il y a les deux, d'accord. Je pose la question pour savoir un peu ce que je devrais dire. Donc, alors, qui suis-je? Donc, Eunice, j'ai passé à peu près 17 ans en France. Je suis d'une formation d'abord auditeur financier. Donc, j'ai travaillé dans des entreprises en tant qu'auditeur interne comme Deloitte, France Télécom, BNP Paribas. Et puis après ça a dû durer environ 5 ans. Après ça, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, donc en France et un peu aux États-Unis, à New York. Et ça a duré à peu près une dizaine d'années. Donc, Il est fait, en fait, c'est ma 6e activité entrepreneuriale. Donc, avant ça, j'en ai monté plusieurs autres avant d'arriver à celle-ci aujourd'hui. Et puis, il y a 3 ans, à peu près, non, même plus, en fait, il y a à peu près 5 ans, j'ai décidé de rentrer. Donc, je ne savais pas encore dans quel pays j'allais partir. Donc, je suis du Bénin, mais j'avais pas forcément l'envie de rentrer au Bénin. Je voulais juste rentrer. Et mon parcours, il est un peu particulier parce que donc d'auditeur financier, je suis passée aujourd'hui à consultante en développement du capital humain. Donc j'interviens principalement sur les problématiques RH, sur les problématiques de management, d'organisation et de développement personnel au sein des grosses structures. Donc jusqu'à maintenant, j'ai travaillé avec Sunu Bank Togo, et puis des cabinets partenaires comme FinAfrique, Régine Pro Consulting, et une autre mission qui est en cours. Elle est en cours, donc je ne suis pas sûre que je puisse dire le nom ici. Mais voilà, principalement des entreprises, on va dire, internationales, pour l'instant africaines. Comment amorcer le retour? Comment ça s'est passé pour moi? Pour ma part, c'est vraiment une quête de sens. C'est principalement ça. Et une quête de sens qui a commencé en fait depuis très très longtemps, depuis que j'ai 8 ans et demi. Et comme les enfants posent souvent beaucoup de questions à leurs parents, j'avais demandé à ma mère, maman, pourquoi on est né? C'est de là que tout est parti et elle n'a jamais eu de réponse à ma question. Et comme tous les enfants du monde, quand on pose une question et qu'on n'a pas de réponse, on cherche, on cherche, on cherche. Et j'ai passé toute ma vie à chercher et voilà, ça m'a ramenée au Bénin. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça m'a d'abord amené au Togo et ensuite au Bénin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai pris la décision il y a 3 ans? C'est que je me suis mise en tant que consultante indépendante. J'avais bien sûr mes activités entrepreneuriales, mais je me suis mise en tant que consultante indépendante où j'offrais mon expertise, celle que j'avais au départ, c'est-à-dire la finance, l'audit financier, et puis le conseil en développement personnel et management. Et je me suis mise avec des cabinets partenaires en leur expliquant que mon but était de rentrer en Afrique. Donc, je voulais qu'ils me mettent principalement sur des missions en relation avec l'Afrique. Donc, j'ai travaillé notamment à la Banque africaine de développement, sur une mission de management interculturel, à la BTCI, qui est une banque togolaise.
Et puis j'ai fait, voilà, et puis sur d'autres entreprises en France, le Crédit Agricole et d'autres encore. Et donc, au fur et à mesure, mon projet s'est dessiné comme ça. Au fur et à mesure que je rencontrais des personnes au sein j'avais déjà mon projet prédéfini, mais le fait de rencontrer, d'aller au contact des personnes qui sont sur le terrain, ça m'a permis vraiment de mettre les choses en place au fur et à mesure. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est, bien sûr, j'ai passé une certification pour pouvoir faire justement du coaching, des RH, du recrutement, etc. Mais c'est principalement et uniquement lié à mes talents que j'ai depuis que je suis enfant. C'est uniquement ça. L'expertise, la certification que j'ai passée, c'est vraiment juste pour rassurer les gens. Et voilà, et ça s'est passé, on va dire, assez rapidement parce que ce sont des choses qui sont totalement innées en moi. Et c'est pour ça que je suis totalement convaincue, surtout pour les personnes qui souhaitent rentrer, s'installer. Et donc pour les investisseurs, je les invite à investir donc au sein des entreprises où les personnes font ce qu'elles font parce que ce sont des points forts naturels qu'elles ont. Et j'invite vraiment chaque personne à faire ainsi, si possible, parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'on est parti à l'étranger et on a été formé vraiment en fonction des besoins qui sont à l'étranger, pas en fonction des besoins qui sont en Afrique. Et c'est totalement logique. Les études que nous avons faites aussi, c'est pour répondre à des besoins qui sont sur le terrain, que ce soit aux États-Unis, au Canada, quel que soit l'endroit où on en est. Et trop souvent, on vient avec le fait, avec l'envie, la volonté de vouloir implanter ce qu'on a appris là-bas en Afrique. Mais en fait, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner parce que les besoins sont différents. Alors, c'est vrai, dans le digital, on peut dire qu'il y a des choses qui coïncident, il y a des métiers techniques aussi, mais concrètement, quand on arrive sur le terrain, on se rend compte que déjà les gens sont différents et donc forcément les besoins sont différents. Par contre, et je pense que nous sommes tous d'accord avec ça, c'est que tout est à faire. Tout est à faire en Afrique. Et pour les personnes qui sont parties ou pour les personnes qui sont nées là-bas, souvent, pas tout le monde, mais souvent on a choisi un métier parce que c'est un métier qui rapporte de l'argent, parce qu'on se dit on va bien gagner notre vie avec ça, mais on ne le fait pas avec l'amour, on ne le fait pas avec le cœur, on va souvent au travail en traînant les pieds, on n'est pas très motivé, etc. Et l'Afrique, c'est difficile. Clairement, c'est difficile. Et pour s'en sortir, il vaut mieux aimer ce qu'on fait. Vraiment. Moi, si j'étais restée en audit financier, je ne serais jamais rentrée en Afrique parce que l'audit financier, ce n'est pas ma passion. Et vu tout ce que je traverse, tous les événements par lesquels je passe, etc., ce qui me fait tenir, c'est parce que voilà, ce que je fais, je le fais sans effort quasiment. Les seuls efforts que j'ai à faire, c'est en termes d'adaptation et puis les efforts que doit faire un entrepreneur au quotidien. Donc, qu'est-ce que nous proposons à ILEIFE? Comme je disais tout à l'heure, on accompagne les entreprises qui souhaitent s'installer ou qui sont déjà installées de A à Z, c'est-à-dire du recrutement. Donc, si vous avez envie, par exemple, de rentrer pour travailler au sein d'une entreprise, on peut vous accompagner pour ça ou on peut accompagner les entreprises qui recherchent des collaborateurs. Donc, on accompagne du recrutement sur le recrutement, la formation, le coaching, l'accompagnement, les formations, je l'ai déjà dit, l'organisation et tout ce qui concerne le développement personnel. Donc, c'est un package. En ce qui concerne, donc ça, c'est ILEIFE RH. En ce qui concerne les diasporas, pour les diasporas qui souhaitent trouver leur point fort naturel, leur talent inné et voir comment un peu mettre ça sous forme de projet professionnel, parce que avoir des points forts, c'est super, mais l'idée, c'est de savoir comment transformer ça en projet professionnel. Donc, j'accompagne les personnes à trouver le projet professionnel qui les fait vibrer, parce que le retour au pays, c'est difficile. Il y a intérêt que ce que vous voulez faire, ça vous fasse vibrer, sinon vous allez repartir. Et puis après, il y a ILEIFE au féminin qui accompagne les femmes managers, dirigeantes
Pourquoi? Notamment pour réussir à rester connectées avec leur féminité, même si elles deviennent des dirigeantes et des managers. Donc, quand je parle de féminité, bien sûr, il y a l'aspect physique, mais je parle surtout de l'aspect intérieur, parce que trop souvent, quand on devient des femmes entrepreneurs, on devient un peu des mecs. Donc, j'essaie d'accompagner les femmes à toujours garder cette essence-là, malgré qu'on soit dans un monde masculin où il faut se battre un peu tous les jours. Voilà un peu pour dire, pour expliquer. Ok, super. Merci en tout cas pour cette présentation qui est déjà très, très bien. Il y a une question de Christine qui dit, par quoi as-tu commencé? Alors, Christine, est-ce que tu peux préciser parce que c'est commencer quoi? Ah, je voulais savoir, quand tu t'es lancé dans ton activité, oui, euh, tu as dit qu'il y a une période de transition où tu faisais donc du conseil, c'est ça? oui, C'est ce qui t'a permis en fait d'avoir oui. de la trésorerie pour te lancer? Alors, clairement, j'avais très peu de trésorerie, hein. Je suis rentrée avec pas grand-chose. Et en fait, cet aspect-là, ça m'a permis de pouvoir faire des allers-retours. Parce que comme j'avais donc le projet de rentrée, j'avais aussi une autre activité avant ça, dans l'énergie solaire. Et c'était sur cette activité, donc au Bénin par contre. Et donc, ça me permettait surtout de pouvoir faire des allers-retours. Comme j'étais en indépendante, donc je rentrais 3 mois, après je revenais encore en France 3 mois, etc. Mais j'ai aussi compris que ce mode de fonctionnement, il ne marche pas. Quand tu veux rentrer, tu rentres. Quand c'est faire 3 mois, 4 mois, allers-retours, ça ne fonctionne pas. À chaque fois que tu reviens, tu es obligé de reprendre à zéro. Donc, par quoi j'ai commencé? J'ai commencé en tant que consultante indépendante avec des partenariats avec des cabinets de conseil qui ont des clients sur l'Afrique et donc qui pouvaient me mettre sur des missions sur l'Afrique, ce qui me permettait de connaître aussi le continent, mais surtout pas de connaître le continent parce que je le connais déjà, mais surtout le mode de travail et aussi les besoins, l'environnement, etc. des entreprises africaines. Ok, D'accord, merci. merci. Alors, il est notre, il est IFE, parce qu'il y en a qui disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est Ifé, en fait, c'est en langue Yoruba. Donc, le Yoruba est parlé au Nigeria, au Bénin, un peu au Togo, au Brésil. Très, très, très parlé au Brésil, même s'ils ne le comprennent pas. Ils chantent beaucoup en Yoruba et prient beaucoup en Yoruba, en langue Yoruba. Et ça fait écho à la terre-mère. Il y a un endroit au Nigeria qui s'appelle Ile-Ife. C'est la terre-mère, c'est la source. Donc, littéralement, on peut traduire comme terre d'amour ou alors maison d'amour. Et en fait, pour moi, ça symbolise simplement le retour des diasporas aux sources. D'accord, super, merci, on comprend mieux. Alors, peux-tu nous dire un peu, quand tu es arrivé, quels sont les défis auxquels tu as fait face, en fait, en tant que, on va dire, revenante? La première, donc je me préparais déjà quand même depuis plusieurs années, hein, depuis 3, 4 ans, donc je revenais régulièrement, comme je disais, et j'avais aussi déjà d'autres activités que je mettais en place. Par exemple, sur l'énergie solaire, j'avais mis en place des phases tests, donc j'avais dû travailler avec les personnes locales sur le terrain et aussi quelques personnes de ma famille. Au début, on commence toujours un peu avec la famille, parce que ce sont les personnes qui sont le plus proches. Et puis, au fur et à mesure, on se rend compte que bon, on peut avoir des visions différentes, etc. Et donc, les premiers défis, c'est l'adaptation. Parce que ce que nous rencontrons souvent, c'est, alors, inconsciemment, comme on vient d'un pays ou de pays développés qui ont déjà atteint une certaine maturité, et comme aussi on a été formé d'une certaine façon qui correspond à là-bas, on veut tout de suite appliquer ces méthodes-là ici. Mais ça ne fonctionne vraiment pas. Et le défi, c'est de trouver la méthode qui fonctionne. Et ça, c'est vraiment super, 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 super dur. Parce que voilà, imaginez que pendant 20 ans, vous avez appris à parler français
Et puis, vous arrivez dans un nouveau pays et ce n'est pas du tout la langue française qu'on parle. Il faut que vous appreniez la nouvelle langue. Mais en fait, c'est exactement ça. J'ai dû apprendre à parler une nouvelle langue. Donc, c'est surtout, donc déjà, comprendre ça. On dit souvent que la transformation passe par la prise de conscience. Donc, quand j'ai pris conscience de ça, naturellement, déjà, mon comportement, mon attitude a changé. Et c'était déjà des choses dont j'étais consciente avant de rentrer, mais quand on est sur le terrain, l'expérience est toujours différente de la théorie. Donc, la première chose, c'est la façon d'aller vers les gens. Que j'ai déjà en fait quelque chose de tout simple, c'est que quand on est en France, tout le monde s'appelle par son prénom. Quand tu arrives au Bénin ou au Togo, tout le monde ne s'appelle pas par son prénom. Il y a quand même le droit d'aînesse, donc on n'appelle pas par exemple les aînés par leur prénom, même quand vous êtes dans la même entreprise. Et ça peut avoir l'air tout bête comme ça, mais c'est considéré comme un manque de respect, par exemple, d'appeler un aîné, quelqu'un qui est plus âgé, par son prénom. Et tu fais la faute une fois, mais franchement, c'est quelque chose qui passe pas. Donc, on peut dire que tu fais la Yovo, que tu fais la blanche, que tu fais la française, des choses comme ça. Et que je le veuille ou non, voilà, je suis un peu occidentalisée, n'est-ce pas? Et voilà, au départ, voilà, ce sont des petites choses comme ça. Dans la façon de manager, je trouve que au départ, j'étais avec les équipes que j'ai montées au début, j'étais on va dire, très relax, très open. Et je me suis rendu compte, et ce n'est pas quelque chose qui est dans les habitudes ici, souvent il y a vraiment une question de hiérarchie. Quand tu es boss dans ton entreprise, tu es le boss si tu rigoles pas avec les autres. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, c'est peut-être pas dans toutes les entreprises, mais il y a cette vraie notion de hiérarchie. Et quand toi, tu viens pas, tu sais que tu es la boss de ta boîte, mais bon, c'est pas non plus une raison pour piétiner tout le monde. Quand tu viens avec un état d'esprit différent, c'est perçu un peu comme une faiblesse. Ou voilà, c'est perçu un peu comme une faiblesse, donc très vite on peut commencer à essayer de te marcher dessus. Ou voilà, donc il faut toujours garder donc cet esprit de convivialité, mais sans jamais rentrer dans la familiarité. Donc mes principales difficultés, c'était vraiment avec les autres. Nous avons tout simplement des codes différents, des cultures finalement différentes, même si ma culture racine, c'est l'Afrique, on va dire, mais j'avais quand même acquis une culture occidentale. Donc voilà, c'est ce choc des cultures au niveau des attitudes à avoir, surtout quand on dirige sa propre entreprise. Donc ce que j'ai fait, c'est que je regardais les autres faire. La chance que j'avais aussi, c'est que j'avais déjà effectué des missions dans des entreprises africaines, comme je disais. Donc ça m'avait permis aussi d'observer et puis de m'adapter très, très rapidement. C'est vraiment une question de mindset, hein. C'est vraiment dans la tête que ça se passe. Est-ce que tu as rencontré des difficultés administratives? Ça, c'est la question de Maureen. Non, aucune difficulté administrative parce que je suis passée par un notaire. Donc voilà, ça m'a pas coûté grand-chose, hein. Ça m'a coûté 150 €, je crois. Il a tout fait, il s'est occupé de tout. Zéro difficulté administrative. Ça, c'était même pas un problème, vraiment pas. Oui, c'est vrai qu'il faut rassurer beaucoup de gens parce qu'il y en a qui pensent qu'ouvrir une entreprise en Bon, Afrique, alors là, pas du tout. Non, non, voilà, non, il y non. a les notaires et puis il y a ce qu'on appelle les centres de formalité d'entreprise dans certains pays et on peut le faire en 48, Oui, 72 heures. oui. Moi, je suis perso, je suis pas passée par un CFE, j'aurais pu le faire. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'étais au Togo et le Togo, je ne connaissais pas forcément tout. Mais voilà, j'avais demandé en tout cas, c'était une amie à ma mère qui lui avait donné un contact de notaire. Et puis j'ai appelé ce notaire-là. Ça s'est très bien passé, très rapide. Vraiment pas un souci à ce niveau-là. D'accord. Alors tout à l'heure, tu nous as dit, oui, c'est vrai que quand nous, on est en Europe, on est formé pour le marché, on va dire occidental, hein, Européen, oui. européen. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, donner trois, quatre exemples de ce que tu as eu à transformer comme voilà, méthodologie que tu as peut-être vue ici? Tu t'es dit, bon, bah, là-bas, je vais faire différemment parce que, in fine, la première fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché du tout. Par exemple, dans le management, euh,
Donc, la première équipe, en fait, avec laquelle j'avais travaillé, donc c'est vraiment… Après, il y a des personnes avec qui ça se passe très bien et il y a d'autres personnes avec qui c'est différent. Les personnes avec qui ça passe, avec la formation, quand on a reçu une formation occidentale, entre guillemets, et avec qui ça passe, ce sont des… mais qui ne sont pas partis. Donc, la première chose déjà, c'est que j'ai fait le choix de travailler uniquement avec des locaux, des nationaux. Donc, je ne voulais pas travailler avec des personnes de la diaspora ou des Ruipat ou tout ça. Je voulais travailler avec des locaux pour bien me mettre dans l'environnement. Donc, j'ai choisi des personnes qui ne sont jamais allées en Occident. C'était un choix pour justement me mettre bien dans le… Donc, la première chose, c'est au niveau du management. En France, comme je disais, on dit souvent tu, on s'appelle par les prénoms. Après, ça va… Globalement, déjà ça, en général, c'est voilà, c'est presque dans toutes les entreprises. Après, le mode de management peut être un peu différent. Et donc ça, c'est pas passé. En tout cas, moi, les personnes avec qui j'ai travaillé, à part quelques-unes que je connaissais déjà, ça c'est pas passé. Les personnes ont pris ça, comme je disais tout à l'heure, de la faiblesse. Et tout de suite, c'est entré dans le manque de respect. Après, bien sûr, je me suis aussi remise en question et tout, mais dès que j'ai changé, en fait, de façon de faire et que j'ai commencé à faire appeler, chacun s'appelle monsieur, madame et se vous voit, tout de suite, les choses se sont remises en place, en fait. Donc, ce que j'ai compris, c'est que ici, en fait, quand tu es boss, on ne te tutoie pas, on ne t'appelle pas par ton prénom, on te dit monsieur, madame, et voilà. Donc, ça, c'est la première chose. En tout cas, avec les nationaux avec qui j'ai travaillé, ce n'est pas forcément une généralité, mais quand je discute aussi avec d'autres personnes, elles se sont, avec d'autres personnes de la diaspora qui sont rentrées, voilà, elles se sont un peu heurtées à la même chose. Maintenant, quand on est entre personnes de la diaspora, c'est différent, parce qu'on a un peu les mêmes codes, mais de là-bas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en termes de formation. Par exemple, en ce qui concerne l'accueil client, donc là-bas, donc quand j'ai fait appel à des prestataires, forcément, je m'attendais donc à être accueillie, on va dire, un peu comme quand on dit le client est roi, n'est-ce pas? C'est un peu la formation qu'on a reçue là-bas. Ici, je sais pas, ici c'est différent. Ici, c'est différent parce que tu es considéré comme client roi seulement quand tu roules en 4x4 climatisé. Donc, et or, quand tu vas vers le prestataire en 4x4 climatisé, forcément, la facture qu'il va te faire, elle va être en fonction de ton 4x4. Donc, pour ma part, je n'avais pas beaucoup d'argent. Donc, quand j'allais voir les prestataires que je sollicitais, je n'y allais pas en 4x4. De toute façon, j'en avais pas. J'y allais soit à pied, soit en ZEM, soit des choses comme ça. Et au départ, j'étais pas forcément prise au sérieux dans mon projet, en fait. Simplement parce que j'avais pas l'apparence. Et c'est vrai aussi que la diaspora, quand on rentre en vacances, souvent on roule, bon, enfin bref, ils ont l'image de nous comme des gens super friqués, etc. Donc une autre chose, c'était aussi ça. Le client est roi seulement quand on a l'impression qu'il est riche. Alors qu'en France, ben voilà, tout le monde prend le métro et voilà, sauf exception, on est traité plus ou moins de la même façon. Plus ou moins. Ce que je dis, c'est valable en fait partout dans le monde. C'est aussi une attitude humaine. C'est simplement que dans les pays de l'Occident, ça se passe un peu différemment. D'accord, très bien. Merci pour cet éclairage. Et tes premiers clients, comment ça s'est passé? Est-ce que tout de suite ils se sont dit, ouais, super, elle vient d'Europe, ça va être génial? Ou bien est-ce qu'ils t'ont testé, cuisiné? Enfin voilà, raconte-nous un peu.
Alors, mes premiers clients, non. Alors, le fait de venir d'Europe, ça n'a pas vraiment joué. D'ailleurs, au départ, je voulais donc donner des cours à l'université, par exemple. C'est pas du tout passé. Ils n'ont pas voulu parce que justement, pour eux, je connais pas je suis trop restée là-bas. Vu les CV que j'avais envoyés, ils trouvaient que, et d'ailleurs, on me l'a clairement dit, on me disait, votre profil, vous feriez mieux de travailler avec des institutions internationales, votre profil correspond plus à ce genre de choses. Donc, non, c'est pour des choses comme donner des cours, par exemple, sur ce que je faisais en France, ça n'a pas du tout fonctionné. Ensuite, j'ai rencontré certaines personnes il faut savoir aussi que les gens, d'une façon générale, savent que le retour est difficile. Donc, quand au début vous arrivez, ils ne vous prennent pas au sérieux parce qu'ils se disent que vous allez repartir. Beaucoup de personnes sont reparties. Donc, on vous observe d'abord pour voir si vous allez tenir le coup. Donc, j'ai rencontré et échangé avec justement beaucoup d'institutions internationales qui sont sur le terrain. Et puis après, je suis aussi dans le domaine de l'humain, donc c'est une relation qui se tisse au fur et à mesure avec le temps. Et par contre, j'ai été contactée, après avoir fait le lancement sur Internet, j'ai été contactée par beaucoup de personnes qui cherchaient en fait du coaching individuel. Pourtant, c'était voilà, j'avais pas axé ma proposition sur ça, mais les personnes qui m'ont contacté principalement, c'était d'abord des particuliers qui voulaient un accompagnement individuel pour libérer le génie qui se cache en eux. Et puis ensuite, des cabinets, donc des cabinets partenaires qui avaient déjà en fait leur propre portefeuille de clients m'ont fait appel pour qu'on commence à travailler ensemble. Donc c'est comme ça. Mes premiers clients particuliers, je les ai eus, voilà, ils m'ont vu sur Internet, ils m'ont appelé. Et puis les premiers gros clients, c'était avec les cabinets partenaires ou par moi-même des personnes que j'ai démarchées au Bénin. Alors, Donc non, le fait de venir de France, c'est pas un gage de réussite donc, ou tu as d'ouverture dû de porte. faire tes preuves sur le terrain, démontrer que, voilà, que ta force, en fait, de départ qui était de revenir, n'était pas juste un feu de paille, quoi. Il fallait vraiment que tu montres que, Oui, voilà, oui, ok, absolument. très bien. En tout cas, tu nous as parlé de quête de sens, déjà dans le retour. Ça, Oui. c'est dès l'âge de 8 ans, c'est très fort. C'est-à-dire que ça vient de loin. C'est pas, en effet, quelque chose qui t'a pris comme ça du jour au lendemain. Et le fait aussi que tu aies construit ton plan de carrière en te disant, bah, tiens, j'aimerais bien travailler sur des missions qui sont orientées focus Afrique. Je pense que c'est Oui, une bonne clé pour ceux qui sont là, notamment oui. Elvira. Je pense que c'est des pistes aussi à identifier dans ton parcours pour rentrer, hein. Qu'est-ce que tu peux lui dire Mhm. encore dessus? Oui, absolument. La meilleure piste, c'est vraiment ça. C'est c'est de s'associer, enfin de s'associer, c'est de contacter des cabinets parce que même un cabinet comme il est y fait, je vais pas faire toutes les formations toute seule. Donc forcément, j'ai besoin de consultants indépendants avec qui travailler, qui ont une expertise dans un certain domaine. Et c'est la meilleure des solutions parce que vous avez presque rien à faire. Ils ont déjà le portefeuille et puis après, vous, votre travail, c'est d'aller sur place. Donc, pour ma part, c'est ce que j'ai fait quand j'étais en France et ça a plutôt bien fonctionné. Après, je n'ai pas fait que ça parce que, comme je le disais, j'avais aussi mes propres activités entrepreneuriales. Donc, j'étais déjà rentrée plusieurs fois et j'avais déjà mis des choses en place plusieurs fois et c'est comme ça que j'ai appris au fur et à mesure. D'accord. Il y a Elvira justement qui pose une question en disant, est-ce que les codes du Togo et du Bénin sont identiques ou tu as dû te réinventer ou te réadapter? Non, non, c'est quasiment pareil. C'est pour ça que j'arrive pas à décrocher de l'homme et laisser tomber l'autre. C'est pareil, à part la langue. Et même la langue, on peut se comprendre. Non,
c'est pareil, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas Il de y a- différence en dehors du fait que pour ma part, je préfère Lomé que Cotonou, mais ça c'est personnel. D'accord. Il y a Maureen qui dit, est-ce qu'il existe des structures d'accompagnement pour des personnes qui s'installent en Afrique? Alors, je n'en ai pas vu, je n'en ai pas eu. J'ai essayé de contacter quelques personnes, mais pour ma part, il n'y en a pas, franchement. Et je trouve que c'est ce qui manque vraiment parce que le retour, c'est difficile. C'est difficile et si on est accompagné, je comprends aussi les personnes qui se disent oh oui mais j'ai pas de piston, est-ce que je vais pouvoir rentrer? Parce que au moins quand tu as un piston, tu rentres, tu sais qu'on va te placer quelque part, même si c'est pas le boulot de tes rêves, en tout cas au moins tu seras à un endroit et puis tu peux commencer à rouler ta bosse comme ça. Après, il y a quand même, il reste les problématiques que tu auras à manager par exemple des équipes locales et il y a un changement d'état d'esprit à faire que piston ou pas, on est confronté aux mêmes difficultés. Donc pour ma part, en tout cas pour les pays que je connais, Togo et Bénin, il n'y a pas de structure d'accompagnement. Et Bon, donc je me suis débrouillée toute seule comme une grande. maintenant, tu as une expertise et c'est pour ça qu'avec African Valley, on va faire quelque chose en ce sens, hein, proposer Oui, un super. schéma, un package de retour. Carrément. Alors, il y a eu un débat là dans le fil, mais tu es du Oui, Togo ou du Bénin, dis-nous. je suis du Bénin, mais j'aime beaucoup le Togo. Et, D'accord. et d'ailleurs, comment s'est passé le déclic pour me dire, ah oui, là, ça y est, c'est bon? C'est que j'avais effectué une mission avec un cabinet partenaire, justement, enfin, avec un cabinet où j'étais consultante indépendante en France, et ils avaient cette mission-là sur le Togo. Et donc ils m'avaient mise dessus, et la mission s'était super bien passée. De toute façon, ils savaient aussi que mon intention, c'était de rentrer, que j'étais claire dès le départ. Et après cette mission-là, que j'ai compris que ça y est, que j'étais prête et que mon déclic s'est produit là-bas, en fait. Donc, c'est peut-être pour ça que j'aime tant le Togo, j'en sais rien. Mais naturellement, déjà, j'ai toujours aimé Lomé. Donc, mais mes origines sont béninoises. D'accord. Est-ce que tu as fait une étude? Et, et il est IFE a été créé au Togo. D'accord, très bien. Est-ce que tu as fait une étude de marché au préalable? Demande Suleiman, docteur. Alors non. Alors oui et non. Oui parce que, comme je le disais, je me suis préparée. Je ne suis pas rentrée du jour au lendemain. Là, ça va faire 2 ans que je suis rentrée, mais j'ai commencé le travail, la préparation. Je me suis préparée pendant 3 ans. Donc au total, ça fait 5 années. Donc pendant ces 3 ans de préparation, mon étude de marché, en fait, je suis naturellement déjà très observatrice. J'ai une certaine capacité à analyser les choses vraiment très rapidement, à voir loin. Bon, c'est vraiment des points forts que j'ai tout naturellement. Donc, mon étude de marché, elle s'est faite vraiment comme ça, avec mes yeux et avec les différentes personnes que je rencontrais. Maintenant, comment j'ai validé que c'était vraiment pérenne, c'est que je me rendais compte des problématiques quand j'intervenais au sein d'une entreprise ou que je rentrais moi-même et que j'avais à travailler avec mes prestataires locaux pour les activités que j'avais en place à l'époque. Je me rendais compte au fur et à mesure des manquements, de ce qui n'allait pas, etc. Donc c'est comme ça que j'ai tout construit. Et puis par contre après j'ai fait valider, c'est-à-dire quand je dis j'ai fait valider, j'ai parlé avec des personnes qui avaient des capacités, enfin des personnes décisionnaires, on va dire, qui ont une certaine influence, si on peut dire ça comme ça, mais aussi avec des personnes, des salariés nationaux qui sont sur le territoire, etc. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait une réelle demande, parce que chaque fois que j'en parlais, il y avait un certain engouement, etc. Ensuite,
Par contre, là où j'ai fait une erreur, c'est dans la façon de, c'est dans mon placement de produit. Donc, vous pouvez avoir un produit, mais la façon de le placer, en fait, si vous le placez mal, il va pas fonctionner. Donc, mon erreur a été dans la façon de placer mon produit en Afrique, la façon dont j'ai abordé la chose. Les gens n'ont pas accroché tout de suite. Alors qu'en Occident, ils accrochent beaucoup plus vite. Donc, quand je dis en Occident, c'est en Occident, mais toujours pour rentrer, hein, même avec les entreprises qui souhaitent s'installer et tout. Donc, je me suis ajustée au fur et à mesure sur le terrain. Il n'y a rien de mieux qu'être sur le terrain, parce que même faire une étude de marché alors qu'on vit en France, je ne sais pas si c'est pertinent. Tout à fait, c'est l'agilité. Est-ce que tu as aujourd'hui, toi, connaissance de statistiques, je me pose la question, Régis, sur les repas? Est-ce que Non, j'ai pas. Il n'y a pas vraiment énormément de statistiques, hein. Ce qu'on sait, c'est les statistiques des diasporas qui veulent rentrer. Donc ça, c'est en général entre 60 et 70%, je crois, en fonction des magazines qui publient. Maintenant, en termes de personnes qui sont rentrées et qui ont réussi, il n'y a pas beaucoup. Il y a pas vraiment de statistiques pour l'instant parce que on va dire, c'est la nouvelle vague. C'est vraiment maintenant que les gens veulent vraiment rentrer. Les personnes qui sont rentrées depuis très, très, très longtemps, souvent, elles ne sont pas forcément rentrées pour créer leur entreprise. Elles ont plutôt occupé des postes, soit en politique, soit dans des institutions internationales. Mais les RIPAD qui rentrent en tant qu'entrepreneurs, il y en a eu, hein, parce que moi-même j'en connais qui sont rentrés depuis 10 ans, etc. Mais voilà, il n'y a pas encore vraiment de statistiques. Mais globalement, si vous posez des questions dans votre entourage, en général, ils sont rentrés, mais ils sont repartis. Ils sont repartis, ils n'ont pas pu rester. D'accord. Alors, il y a Elvira qui fait part d'un exemple en disant, voilà, moi, je suis dans le domaine de la géologie et je n'ai pas trouvé de cabinet d'accompagnement. J'ai cherché directement des sociétés, surtout pour mon domaine, et c'est en grande partie aux mains des Occidentaux. Il faudrait vraiment des cabinets d'accompagnement, car au moins d'être déterminé, c'est facile d'abandonner et de ne plus vouloir rentrer. Ah, mais ça, c'est clair qu'il faut de la détermination. C'est pour ça que j'incite beaucoup sur le fait de rentrer pour faire. Bon, moi, je j'aime pas forcément parler de passion, etc., parce que tout le monde parle de ça. Mais rentrer pour faire des choses pour lesquelles vous avez vraiment des points forts naturels. Donc, ça, je l'avais dit tout à l'heure, juste se dire on a des points forts naturels, ça suffit pas. C'est qu'il faut vraiment créer ça en tant que projet professionnel. Et c'est ce que fait ILEIFE. On accompagne les diasporas à créer leur projet professionnel. Donc oui, Elvira, absolument, il n'y a pas de structure d'accompagnement. En plus, le domaine de la géologie, c'est un domaine vraiment, vraiment spécifique. Je ne sais pas où nous en sommes par rapport à ça sur le continent, en tout cas dans les pays comme le Bénin et le Togo. Donc oui, il faut des cabinets d'accompagnement. En tout cas, ILEIFE Diaspora accompagne les personnes de la diaspora qui souhaitent rentrer à monter leur projet professionnel pour être sûr de réussir. Parce que oui, c'est facile d'abandonner, ça c'est clair. Il n'y a pas de D'accord. doute. Alors, on a Axence qui nous a rejoint et comme ça permettra de faire la boucle. Est-ce que tu peux nous rappeler pardon, les trois domaines forts donc, de ILEIFE? Donc, on a ILEIFE RH. ILEIFE RH s'adresse aux entreprises, donc les entreprises qui sont sur place sur le continent, les multinationales africaines, où on fait, donc ces entreprises-là, je suis rentrée par le biais de la formation et puis après, je propose donc les autres services. Donc, ILEIFE RH accompagne les entreprises internationales, africaines ou étrangères, de A à Z, c'est-à-dire du recrutement jusqu'à l'évaluation. Donc, recrutement, formation, accompagnement coaching des dirigeants ou du middle management ou top management ou employés, évaluation, organisation, voilà. Ça, c'est ILEIFE RH. Et elle accompagne aussi les entreprises internationales qui souhaitent s'implanter
dans les pays. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie différence d'état d'esprit, de culture, etc. Donc, pour ma part, le fait d'avoir fait les deux, pas seulement la France, parce qu'au cours de mes différentes activités, j'ai travaillé, j'ai eu à effectuer des missions différentes sur les différents continents. Donc, il y a une vraie problématique de culture, d'approche, etc. Et donc, avec les entreprises nationales et internationales, tout ce qui est management interculturel, on a cette approche-là et c'est pareil, on s'occupe de A à Z aussi. Pour les personnes de la diaspora, c'est vraiment les accompagner pour créer leur projet professionnel qui correspond à leur point fort naturel, à leur talent inné, pour que le retour, même s'il est difficile, il puisse se faire dans la joie, dans le bonheur, et parce que c'est un vrai bonheur en réalité. Quand vous avez passé, pour moi, cette phase, elle a duré à peu près 18 mois. Quand on a réussi à passer cette étape, franchement, la vie sous les tropiques, elle est super belle, quoi. C'est juste un pur bonheur. Mais avant d'arriver là, entre-temps, en 18 mois, j'ai quand même perdu 10 kilos. Donc, voilà, il y a un prix à payer. Mais en principe, voilà, après, ça revient. Et puis enfin, comme je disais, il y a il est, il fait au féminin. Juste pour les personnes qui voudraient rentrer pour rentrer définitivement, il y a 5 questions que je vous invite vraiment à vous poser si vous avez de quoi noter. Ce sont 5 questions qui vont vous permettre d'être sûr que le retour s'est fait pour vous et que ça vaut le coup. Alors, ça ne veut pas dire que si vous ne vous répondez pas à ces questions-là, vous ne pouvez pas rentrer. Non, pas du tout. Tout le monde peut rentrer. Simplement, c'est est-ce que tout le monde peut tenir le coup? Est-ce que tout le monde peut s'intégrer? Est-ce que tout le monde peut rester dans la durée? Il n'y a pas de statistiques, mais les expériences ont prouvé que non. Donc, la première question que je vous propose de vous poser, c'est une question toute simple qu'on se pose pour tout, dans toutes circonstances. C'est pourquoi vous rentrez? Pourquoi vous voulez rentrer? Si c'est simplement parce que vous êtes fatigué de la France ou du Canada ou quel que soit l'endroit où vous êtes, je crois que ce n'est pas une raison suffisante. Pour ma part, mon pourquoi, c'était la réponse à ma quête de sens. C'est pourquoi je suis rentrée, voilà, ma quête de sens m'a amenée là. La deuxième question, c'est, donc là je parle pour les personnes qui veulent rentrer définitivement, pas pour les personnes qui veulent investir en restant de l'autre côté, ça c'est un peu différent. La deuxième question, c'est est-ce que vous avez un rêve pour l'Afrique? Pour moi, c'est une question intéressante parce que, comme toute chose, quand on a un rêve pour quelque chose, c'est que c'est une sorte d'engagement, donc on pourra traverser les difficultés plus facilement. Donc pour ma part, c'était oui, j'ai un rêve pour l'Afrique, je ne vais pas forcément le partager ici, mais oui, je l'ai. La deuxième question, c'est est-ce que vous vous incluez dans ce rêve? Si vous vous incluez dans ce rêve, oui, vous pouvez vraiment envisager rentrer. Parce que si vous ne vous incluez pas dans ce rêve, vous pouvez tout à fait participer à ce rêve sans forcément être en Afrique. Donc c'est est-ce que vous vous incluez dans ce rêve? Moi, pour ma part, je m'incluais vraiment dans le rêve. Je donne un exemple, la Somalie. Bon, je ne connais pas la situation actuelle de la Somalie, mais on connaît l'histoire de la Somalie, la famine, etc. Mais moi, j'ai un rêve pour la Somalie, même si je suis là-bas, c'est que tout rentre dans l'ordre et que ça redevienne un endroit paisible, tout le monde peut se nourrir. Mais est-ce que je m'inclus dans ce rêve? Non, pas forcément, je ne m'inclus pas forcément dans ce rêve. Donc voilà, il y a la question, est-ce que je m'inclus est-ce que j'ai un rêve pour l'Afrique? Est-ce que je m'inclus dans ce rêve? Ensuite, c'est qu'est-ce que j'ai à offrir? Qu'est-ce que vous avez à offrir? Cette question, pour moi, elle est vraiment très importante. C'est qu'est-ce que j'ai à offrir? Donc, qu'est-ce que j'ai à offrir? En fait, ça va au-delà des diplômes que j'ai acquis là-bas. Ça va au-delà de ma formation. Qu'est-ce que j'ai à offrir? Pour ma part, ce que j'ai à offrir, c'est vraiment mes points forts naturels. Mes points forts naturels, qu'est-ce que c'est? C'est cette facilité à accompagner les gens, cette facilité à comprendre l'être humain, à comprendre ce dont il a besoin, cette facilité, en fait, à pouvoir dialoguer avec différentes cultures,
avec la diversité. Ce n'est pas des choses que j'ai appris à l'école, c'est des choses qui sont naturellement en moi. Donc, par contre, j'ai fait en sorte, donc comme je disais, j'ai passé une certification et au fur et à mesure, j'ai fait en sorte que ça devienne un vrai projet professionnel. Donc la question, c'est qu'est-ce que j'ai à offrir? Un diplôme, c'est pas quelque chose qu'on offre en fait, par exemple. Donc c'est qu'est-ce que j'ai à offrir? Vraiment, posez-vous cette question-là. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Nous avons tous quelque chose à offrir. Et en général, ce que nous offrons avec le cœur, c'est des choses qui sont naturellement en nous. Et puis enfin, c'est la dernière question, c'est comment est-ce que je peux créer un projet professionnel qui inclut les points 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux créer un projet professionnel qui répond à la question pourquoi je veux rentrer, qui répond à la question est-ce que j'ai un rêve pour l'Afrique, qui répond à la question est-ce que je m'inclus dans ce rêve et qui répond à la question qu'est-ce que j'ai à offrir. Franchement, si vous répondez à ces 5 questions, c'est impossible que ça ne marche pas, je vous jure. Mais après, si vous voulez juste rentrer parce que tout le monde rentre, juste rentrer parce qu'il y a de l'argent à se faire en Afrique, vous pouvez le faire. Je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà, c'est juste une suggestion des questions que vous voulez, que vous pouvez vous poser. Ok, très bien. Je pense qu'on a perdu. Dimitri est là? Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a perdu Dimitri. Je vois plus ça. Quelqu'un peut l'appeler? Je vais essayer. Il y a eu un problème de connexion? Il y a eu un souci à un moment donné. Dimitri. Ah, je crois qu'il vient de se connecter là. C'est ça mouline. Mais on va continuer. Hein. Il y a des questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions ici? Oui, moi, Eunice. Oui. Bonsoir, Eunice. Bonsoir, Galaxiaka. C'est Samira, c'est Samira. Écoute, Bonsoir. chers compatriotes, je suis ravie de voir que tu as réussi à rentrer. Vraiment, c'est une vraie fierté. C'est vrai que les 5 points que tu viens d'énoncer là sont extrêmement importants parce qu'on peut pas, parce que c'est pas un choix qu'on prend à la légère et il faut vraiment avoir les bonnes raisons pour le faire. Et voilà, je tenais vraiment à te féliciter pour ça. Merci. Comment dire, tu as parlé de ILEIFES RH. Oui. Et j'aurais souhaité savoir quels sont les secteurs d'activité que tu as eu la chance d'accompagner jusqu'à maintenant. Alors, pour l'instant, uniquement dans le domaine bancaire, que les banques. Ouais. Société Générale, Ecobank, j'imagine. Sous nos banques. Non, que des banques africaines. Que des banques africaines. Oui. Est-ce que ça veut dire que, je prends un raccourci, hein, mais est-ce que ça veut dire que c'est que ces secteurs d'activité-là, on va dire, qui sont porteurs dans la région, ou bien voilà, c'est juste, je sais pas. Non, je pourrais pas vraiment affirmer que ce sont que ces secteurs-là qui sont porteurs. C'est simplement que déjà sur mon CV, j'ai travaillé déjà dans pas mal j'ai eu à intervenir dans pas mal de banques. Donc il y a eu la BNP Paribas, il y a eu la BAD. Après, j'ai eu la BTCI avec un cabinet et la BAD aussi, c'était avec un cabinet. Donc naturellement, mon parcours déjà fait que quand les personnes vont me contacter, elles vont se dire, bon, elle a quand même une connaissance du domaine bancaire, donc ça peut fonctionner. Donc non, dire que c'est uniquement ces secteurs qui sont porteurs, je ne suis pas certaine. C'est peut-être lié à mes expériences précédentes. Ouais, je pense. Merci. Je t'en prie. Eunice, donc j'ai bien suivi avec beaucoup d'attention ton intervention.
Ça permet de… Enfin, moi, ça m'a permis… Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je suis en train de poser ma question, Dimitri. Dimitri. Ça y est, tu es de retour. Bienvenue, Dimitri. Voilà. Donc, je voulais juste te dire, Eunice, donc ça voudrait tout simplement dire que nous qui résidons à l'étranger, c'est quasiment impossible de pouvoir lier les deux, faire des projets en Afrique tout en restant à l'étranger. Alors, je voudrais pas te décourager, Non, on est là mais, pour échanger, pas pour me décourager. mais je pense que C'est compliqué. voilà, je pense que les chances de réussite sont assez minces parce que moi-même, je suis passée par là. Donc, Mais nous aussi, on voit, puisque malgré qu'on soit ici à l'étranger, on entreprend, mais on voit très bien que le résultat n'est pas au rendez-vous. oui, voilà, Je suis d'accord avec toi. c'est pas possible. À moins il peut y avoir une solution. Je ne sais pas si, en tout cas, c'est une solution possible. C'est quand même de rentrer pour tout mettre en place et quand les choses commencent à fonctionner, donc mettre quelqu'un là et puis partir et faire quelques allers-retours. Mais il faut quand même cette phase d'enracinement où il faut être là pendant un temps. Prendre une année sabbatique ou 2 ans. Voilà, 2 ans. Parce que 1 an, la première année, comme je dis, c'est vraiment l'année bizutage. L'année, c'est difficile. Franchement, quoi, j'ai pas les mots pour les dire, mais non, franchement, c'est dur. D'accord, merci. Une autre question? Bon, n'hésitez pas à poser vos questions. Après mes soucis réseau, mais tout arrive. Après, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont salariées et qui veulent rentrer donc en tant que salariés. Ça aussi, c'est possible parce qu'on est aussi dans une phase où les entreprises vont de plus en plus s'installer. Je parle par exemple des entreprises étrangères, vont de plus en plus s'installer en Afrique. Elles vont rechercher des managers, des dirigeants, des directeurs groupes, etc. Et les profils de la diaspora sont plébiscités pour ce genre de poste. Maintenant, c'est aussi ce qu'on a remarqué, c'est que ils n'arrivent pas, ces personnes qu'on place en tant que managers, au sein des structures n'arrivent pas forcément à s'intégrer. Donc, c'est vrai qu'elles partent avec des conditions plus ou moins royales, mais sur place, c'est aussi difficile pour elles. C'est peut-être moins difficile que de créer sa propre entreprise, mais humainement, en fait, c'est difficile, même quand on a tout le confort. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est possible. Comme je le disais au début, la transformation passe par la prise de conscience. Donc, dès qu'on a pris conscience, après, on peut se réadapter. Pour les personnes, parce que j'avais aussi évoqué une question, pour les personnes qui pensent qu'il faut forcément avoir un piston, alors c'est vrai qu'idéalement, c'est mieux. Moi, j'avais pas de piston, j'avais rien, j'avais personne. Voilà, je me suis jetée dans le vide. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que si on n'a pas de piston, l'une des meilleures solutions, c'est justement de répondre aux 5 questions là dont nous avons parlé dont nous avons parlé avant, et de faire vraiment avec ses points forts naturels, ses talents innés, de monter un projet professionnel bien solide parce que justement tout est à faire et que voilà, quand on n'a pas de piston, à partir du moment où ça vient du cœur, ça va forcément marcher. C'est comme le mec qui a une super belle voix et qui chante dans le métro, un jour ou l'autre sa chance tourne, quoi. Donc voilà, la chance va tourner. Par contre, quand je suis arrivée, j'avais quand même certaines personnes que je connaissais, avec qui j'avais travaillé avant et qui m'ont présenté à d'autres personnes qui connaissaient, mais c'est pas ça qui m'a fait avancer, quoi. Voilà, l'entrepreneur est seul. Quand tu commences, tu es seul. Et puis après, tu as des partenaires. Voilà. Ok, donc je pense que tout a été dit avec mes soucis réseau. Non, il n'y a pas de souci. Welcome, Dimitri. En tout cas, merci Eunice par rapport à tout ce que tu as changé. C'était vraiment très pragmatique. Je pense que beaucoup ont été éclairés sur, en tout cas, la réalité. Et cela ne doit pas quand même nous décourager puisque nous avons pas du tout. la volonté
de vouloir créer de la valeur. Merci Maureen. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que là, je vois plein de messages de remerciements. En tout cas, tout le monde a apprécié cet échange. Et n'hésitez pas à vous inscrire sur African Valley. De toute façon, on est en contact avec Eunice et Ile-Ife. Pour tous ceux qui ont des amis ou des personnes que vous connaissez qui voudraient avoir ce projet de retour, n'hésitez pas donc à vous rapprocher du réseau African Valley. On vous mettra en relation avec Eunice. Et l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que quand on aura cette plateforme sur Paris, vous voyez, on peut avoir comme ça des ponts entre des personnes voilà, qui ont réussi ces retours, qui peuvent venir comme ça sensibiliser sur le management interculturel, que ce soit même des entreprises françaises, hein, comme nous-mêmes, pour justement nous préparer comme ça dans le package de retour à ce que ces items soient bien présents et que ça soit une préparation vraiment pour que chacun ne soit pas surpris, parce que c'est vrai que le choc, il peut être brutal et c'est pas qu'on est dans l'irrespect par rapport aux salariés parfois, mais il faut savoir, en effet, comme l'a dit Eunice, avoir cette distance qui peut nous choquer, peut-être nous qui venons d'Europe, parce qu'on n'aimerait pas qu'on nous parle comme ça, mais de l'autre côté, si vous ne faites pas ça, vous ne faites pas respecter non plus. Donc, il y a ces choses-là qu'il faut apprendre. Donc, je pense qu'on aura d'autres moments avec Eunice, de toute façon, tout au long de l'année, pour échanger par rapport à cela, parce que c'est un sujet d'actualité, puisque comme moi, vous voyez tous les journaux ou sur Internet, beaucoup de témoignages de repatres qui sont là en train d'aller retourner dans leur pays d'accueil ou d'origine, parce qu'il y a le Ghana aujourd'hui qui a fait une offre, il demande à toute la diaspora américaine de rentrer, ou d'autres. Mais voilà, donc je pense que c'est un sujet qui est vraiment là d'aujourd'hui et dans les années à venir, qui sera encore présent. Je regarde les derniers échanges. Je voudrais juste répondre à Axence. Je ne sais pas si elle est toujours là. Elle disait qu'elle est revenue malade en France. Oui, elle est là. Oui. Alors, Axence, moi aussi, j'ai été très malade et j'ai perdu 10 kilos. J'ai été malade et je suis repartie en France. J'ai oublié de raconter cette partie-là. Je suis repartie en France pour 15 jours pour faire un point sur mon capital santé et je ne voulais pas repartir parce que je me disais, mon Dieu, si je pars, c'est comme un échec. Et c'est c'est ma famille qui m'a dit, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on m'a dit qu'il fallait que je parte, que je parte me reposer, etc. Je pense malade, mais je suis revenue. Donc, on peut revenir. Je suis partie juste un mois. C'était 15 jours et ça s'est transformé en un mois. Voilà, juste ça. Voilà, bon, on va conclure avec merci Eunice, merci. Du docteur Suleiman qui dit bravo Eunice, bon courage et merci vraiment de cet échange. Merci à tous beaucoup de vous être connectés. Et la semaine prochaine, attention, ça va être énorme. C'est African Valley fait son cinéma. On reçoit le président du film, du fan africain. Donc franchement, là, tous ceux qui sont dans le cinéma et tout, donc on aura le président du film panafricain avec nous, qui va nous, parce que Cannes n'a pas pu se tenir, donc ils sont en train de voir pour savoir quand est-ce qu'ils vont le refaire, et j'ai pu avoir ses coordonnées. Il va nous parler de tout ça, et il va nous parler aussi de comment en fait, par le cinéma, on peut impacter en fait le monde économique, parce que nous on est toujours liés à l'économie, hein, donc moi j'ai toujours un petit sujet, je tourne autour de ça. Donc, c'est comment le cinéma, en fait, peut être vecteur, en fait, de développement économique. C'est le thème qu'on va porter avec lui. Donc, parlez-en autour de vous. Ça va être, comme ce soir, encore profond, pragmatique et percutant. Donc, merci à tous et à lundi prochain. Et merci encore à toi, Eunice. Merci, vraiment, Dimitri. on a travaillé comme des dingues, tu le sais. Et je suis vraiment content du rendu et vraiment bravo à tous pour votre participation et à la semaine prochaine et inscrivez-vous sur African Valley. Et envoyez-moi des invitations sur LinkedIn. Ok. Merci beaucoup, merci à tous. À très bientôt, salut. Merci à tous. Merci. Bonne soirée, merci. À bientôt. Au revoir. Merci, bonsoir.